tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce 14e épisode d'Androtech. Pendant une petite heure, nous allons débattre, commenter et analyser l'actualité du petit bonhomme vert. Androtech, c'est le fruit d'une collaboration entre le site Frandroid et la chaîne tech.tv que vous allez retrouver très prochainement sur vos petits écrans. Et sans plus attendre, place au sommaire. Cette semaine, impossible de passer à côté d'un véritable mercato qui se tient chez les opérateurs français. Entre Numéricable et Bouygues Telecom, le cœur de SFR balance, tandis que Free Mobile pourrait hériter des antennes de son concurrent Bouygues. Une situation presque aussi complexe que le projet Google Ara, dont nous parlerons également. 15 jours après le Mobile World Congress, le test de la semaine portera sur une des annonces du salon catalan, le Sony Xperia Z2 tablette, l'une des tablettes les plus fines du marché. Et puis le débat cette semaine nous emmènera jusque dans l'habitacle des voitures, alors qu'Apple a profité du récent salon de l'auto de Genève pour annoncer CarPlay. Est-ce vraiment la solution ultime pour profiter d'un véhicule connecté? Nous ferons un tour d'horizon des solutions disponibles, notamment avec Android, sans oublier évidemment les applications de la semaine. Bonne émission à tous! Et comme chaque semaine, je suis entouré par toute une équipe de passionnés, à commencer par Laure Renoir, notre responsable éditorial. Fidèle au poste. Juste à côté, vous retrouvez Baptiste Michaud. Présent. Et le grand retour de Pod. Ce soir, je suis force rose. Notre dompteur de trolls. Oui, on va essayer. On va essayer. Et l'invité de la semaine, c'est Gonzague d'Ambricourt. De retour après 13 épisodes. Ah oui, parce que Gonzague était là au premier épisode. Exactement. Alors pour présenter Gonzague, c'est un blogueur, entrepreneur, et voilà. Ouais, c'est beau. Et voilà. C'est pas mal. On peut dire ça comme ça. Bon, passons tout de suite à la partie actualité. Et pour commencer l'actualité, on peut dire que le mercato est ouvert. On va pas parler de football, on va parler de fournisseurs d'accès internet et d'opérateurs mobiles. C'est très sexy comme sujet. Et là, a priori, ça se bataille pas mal. Ah oui, là, c'est bien pire qu'un match. C'est carrément la finale de l'UEFA qui est en cours de route. C'était bien ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, donc on a grosso modo SFR qui est à vendre, Numéricable qui est sur les rangs, qui a déposé son offre, ou plutôt Altis, la maison mère de Numéricable. Bouygues Telecom est arrivé juste derrière en disant « moi aussi j'achète ». Ok. Et pour satisfaire l'autorité de la concurrence, parce que le dossier est un peu complexe. C'est un peu compliqué de racheter un opérateur quand on est soi-même opérateur. Surtout que pendant plusieurs années, on a dit c'est bien d'être 4 opérateurs au lieu de 3, et là on est en train de dire c'est bien d'être 3. L'autorité de la concurrence avait justement autorisé un 4e opérateur, et là ça nous ferait revenir à 3. Et ce que propose Bouygues, c'est de vendre ses antennes à Free Mobile, qui est tout content derrière, pour tout pouvoir racheter... mobile en fait. C'est 15 000 antennes, je crois. 15 000 antennes, c'est ça. Mais je crois qu'il y a aussi des bandes de fréquences. Oui, qui vont avec, effectivement. Tout à fait. Ce qui permettrait donc qu'il récupère SFR et que Free Mobile récupère de son côté le parc d'antennes de Bouygues Telecom. Alors comment a réagi notre petit Xavier? Il est content. Il est content. Ouais. Il est absolument ravi. Pour lui, c'est un gain de parce temps que, énorme. Pour rappeler, il a dépensé plus d'1 milliard d'euros pour pouvoir avoir un contrat d'itinérance avec Orange. C'est 1 milliard par an. Ouais. Aujourd'hui, ça fait presque 4 milliards qui ont été dépensés. Ouais, c'est une facture qui se réduit avec le temps au fur et à mesure que les antennes de Free s'allument. Mais évidemment, c'est une facture qui est très loin d'avoir un réseau. Tout à fait. Donc on est à peu près à environ 1 milliard par an. Et là, aujourd'hui, on parle d'un accord de vente des antennes de Bouygues Telecom pour 1,8 milliard. Donc sur le moyen terme, presque le court terme même, c'est rentable pour Free. Là, on voit la carte des antennes 3G de Free, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le territoire est loin d'être couvert. Ils ont bien augmenté, ils ont augmenté rapidement, mais on n'en est pas à 100% forcément de couverture. Tous les petits points bleus, c'est en fait des femmes tout seuls sur les gens qui ont branché ça sur leur Freebox. Non, mais tous les points même. Non, mais si on rappelle quand même, Bouygues couvre un peu plus de 60% du territoire en 4G. Pour l'instant, Free en est bien loin, ils ont un peu plus de 1000 antennes qui sont actives. Quand Bouygues doit en avoir à peu près 6000. Donc forcément, ça peut aider. Donc Mardin Bouygues, je résume, il a fait un beau cadeau à Xavier. Tout à fait. Un cadeau. Après s'être quand même balancé de grosses méchancetés pendant des mois. Bon. Et à côté, on a Stéphane Richard, donc PDG d'Orange, qui n'est pas très content. Ah non, quelque part, l'opérateur historique numéro 1, il passe de la première place à la deuxième. Il passerait, c'est pas fait. Il passerait, effectivement. Parce que le SFR plus Bouygues, ça ferait assez de clients pour passer numéro 1. Ça ferait plus de 40% de part de marché. Avec 32 millions de clients en France. Donc, alors que Orange a 27 millions de clients à peu près. Ouais, donc Orange, ils grincent dedans. En plus, ça leur salope 1 milliard de revenus par an. Et donc pour Bouygues, c'est tout bénef parce que ça leur permettrait aussi de devenir presque un acteur européen, à taille européenne en tout cas.
À taille européenne, je sais pas parce que ça resterait beaucoup plus petit qu'un Télénor ou qu'un Orange. À l'échelon européen, je parle. Par contre, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que déjà ça leur permet de se repositionner sur le marché ADSL et fibre, enfin l'accès Internet résidentiel, où ils sont quand même, ils ont fait des bons débuts, mais effectivement, comme tu le dis, ils sont partis très en retard. Que ça soit Bouygues ou que ça soit SFR d'ailleurs. Ah, encore Non, SFR, SFR est pas mal, hein. c'est pas mal. SFR. Mais justement, si Bouygues récupère le réseau de SFR, ça leur permet d'ailleurs même de déployer plus vite le réseau mobile. Exactement. Bon, c'est tout bénef. Sachant que la complexité pour Bouygues sur la partie Internet, c'est qu'ils achètent la majeure partie de leur réseau est chez Numéricable. C'est vraiment un, Par contre, jeu de poisson. ils doivent un petit peu trembler. D'ailleurs, ils ont mis un ultimatum. Alors, on sera normalement en ligne vendredi. Et vendredi, c'est l'ultimatum posé par Universal. Pardon. Universal, donc aujourd'hui, par ceux qui regardent l'émission. Ouais. Voilà. Pour rappeler les petits détails des offres, c'est 10,8 milliards proposés à la fois par Bouygues et par SFR. Dans lequel il y a du cash, il y a de l'action. Non, ça c'est juste en cash pour SFR. Et justement, il y a la partie action où on a Numéricable qui propose un peu plus de 30% d'actions, là où Bouygues Telecom en propose presque 50%. Et effectivement, l'offre de Bouygues Telecom est plus intéressante en termes de chiffres. Par contre, elle est plus problématique en termes de concurrence. Tout à fait. Voilà. On verra ce que tonton Arnaud nous dit là-dessus. Alors, l'autre actualité, c'est, comme vous le savez, Motorola a été revendu à Lenovo. C'est pas encore officiel, c'est pas encore signé, je veux dire. Lenovo, quoi? Le nouveau constructeur. Les nouveaux constructeurs. Mais a priori, Google avait gardé quelques petites bribes de Ils ont gardé un tout petit bout Motorola. de l'équipe de Motorola, celle qui est chargée de la recherche et du développement d'un projet qui s'appelle ARA, donc on connaît bien, qui est un téléphone modulaire. C'est pas du cheval, donc du coup. Non, vraiment désolé, il en fait pas. Mais vous avez vu ce que je me tape. Je sais pas si je te tape, c'est pas non. nos affaires. Oh mon Dieu. Projet ARA. Voilà, projet Revenons-en à ARA, c'est pas facile. Et donc ce téléphone ARA, il se précise de plus en plus. Il va y avoir une conférence qui va être consacrée à cet appareil un petit peu original au milieu du mois d'avril. Une présentation vidéo aussi qui est sortie durant la semaine, qui nous montre un petit peu plus cet appareil assez original. On a la vidéo là. Alors ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il aurait 3 formats différents. Alors c'est plein de briques, on dirait des Lego. Plein de briques. Donc théoriquement on aurait... Comme nos vieux Nokia. Mais ils se reforment quand les transformers. On aurait une dizaine de petits modules à mettre dedans. Transformers, c'est Asus. Attention. Ah non, les Transformers. Non, ils s'en fichent, salut, je m'en vais. Mais ça m'a parlé. Ah, je dirais alors on suit cette émission entre nous, donc... Ok, désolé. On chahute, on est désolé. On t'écoute. Non, je veux plus. Donc on aurait un petit exosquelette, comme on le dit si bien, à partir de 50$, et donc jusqu'à 10 petits modules à mettre dedans pour animer le téléphone, mettre de la mémoire. On n'est pas sur un téléphone entrée de gamme alors. Je sais pas le prix des modules alors. Les modules, c'est toute la question. C'est mal parti. Mais même si le squelette coûte 50$, c'est mal parti. Si on a 10 modules à 50$, ça va vite. Mais ce qui est marrant, c'est que justement, on en parlait au sujet de la première émission et tu avais un avis assez intéressant. Il y avait eu un peu à contre-courant. Il y avait un article qui était sorti sur le sujet, d'ailleurs, c'était même pas mon avis, je ne vais pas prétendre que c'était mien, et qui expliquait que de fonctionner sur ce genre de briques, ça crée un problème. C'est le même problème qu'on a dans les ordinateurs, c'est que dans un ordinateur, à force de changer les pièces un jour, tu ne peux plus vraiment l'upgrader et tu crées aussi du gâchis. Donc les anciens composants qui ne vont plus resservir, il faut les recycler, etc. La problématique est celle-là, et il y a la problématique de l'intégration qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi on arrive à faire un smartphone super complet, c'est parce que tout est soudé dans des dimensions qui font qu'on ne peut pas changer une seule pièce. Alors qu'un truc modulaire, ça nécessite de prendre plus de place. J'imagine qu'on aura un appareil qui sera un petit peu encombrant quand même. Quand on a un smartphone comme le tien, on pourrait penser à un smartphone modulaire. Attention, Godzilla. Pour comparer avec la taille d'un smartphone normal. Un iPhone n'est pas un smartphone normal. Voilà un smartphone normal. Voilà. Non, mais bref, n'importe quoi. Donc avec ça, peut-être qu'on pourrait faire un système modulaire. Probablement, on imagine un appareil assez mouse. Mi-tablette, mi-téléphone.
Suite Non, c'était bien pour Ara. Donc la news, c'est l'annonce d'un SDK, le MDK qui va sortir prochainement. Okay, un kit de développement. C'est aussi l'annonce d'un cycle de conférences qui va se donner sur ce sujet-là. Et sachant qu'ils ne sont pas les seuls à dégainer là-dessus, il y a aussi des équipes un peu plus indépendantes, comme le Funblocks, le bien nommé Funblocks, qui est un projet équivalent fait par une Et justement, un des problèmes qu'on soulevait lors de la première émission, c'est qu'il fallait un acteur qui puisse standardiser le marché, et Google, a priori, est un bon acteur. Alors, il faut quand même rappeler que ce projet-là, il est fait dans un des départements de Google qui s'appelle Google ATAP, je crois, Advanced Technology and Project Group, donc un département qui travaille très en avance de phase sur le marché et qui produit notamment un autre projet de Google sur les téléphones qui s'appelle le projet Tango. On en avait parlé ça de la semaine dernière. Et il s'agit de mapper le monde avec des capteurs spécifiques. Ah oui, ça on aura l'occasion d'en reparler. Pour terminer l'actualité, on a une petite info très légère. Oui, tout à fait. Au sujet du dernier Chromebook qui est sorti chez Samsung. Donc en fait, c'est la mise à jour de celui-ci. Ici, on a un Chromebook donc, sur le plateau, effectivement, le premier de Samsung. Alors le prochain, il est à peu près au même format. Il a à peu près le même design, mais on retrouve... Alors, même design, non, pas vraiment. En fait, il a l'apparence d'un Galaxy Note 3. Il a la coque qui a cette espèce d'aspect cuir. Mais en plastique. C'est dégueulasse. On l'aime pas. Attends, je te laisse finir, mais bon. Je juge pas, mais effectivement, on harmonise les gammes chez Samsung. Est-ce qu'il reste sur de l'ARM? Parce que lui, il était sur du Exynos. C'est de l'Exynos aussi, du 5 octas. J'espère qu'il sera un peu plus puissant que ce Samsung. Il a 4 Go de RAM en tout cas. Il y a deux versions. Parce que celui-ci, Là, on l'a pas encore testé. J'espère qu'il sera puissant, effectivement. Mais en tout cas, il promet d'être assez intéressant. Il est dans les $400. Il va arriver au mois d'avril. Et il y a deux versions, une 11 pouces une 11 pouces et une 13. Voilà. En tout cas, le premier Chromebook de Samsung, c'était bien vendu. C'était un des fers de lance du Chromebook. Là, il met sur le design. Donc... Mais le simili-cuir, c'est pas possible. On peut pas laisser passer ça. Si, il va falloir si vous nous regardez et que vous avez un Galaxy Note 3, prenez-en de la graine. Mais enfin, justement... Non, mais tu remarqueras qu'ils l'ont pas mis sur Galaxy S5. Bah, heureusement, ils ont mis un truc texture sparadrap, c'est un peu texture sparadrap. Okay. On n'aime même pas. C'est pas le débat. Bon, non. Donc c'est terminé pour la partie actualité. On passe alors à la séquence Startup. Et c'est la séquence Startup avec Baptiste. Baptiste, qu'est-ce que tu nous as préparé? Et ben aujourd'hui, je voulais vous parler pas d'un produit, pas d'un projet en particulier, mais toute une séquence de petits projets qui sont sortis récemment. Il s'agit de petits modules que l'on colle un petit peu partout. C'est l'équivalent des pins, des badges NFC, mais il s'agit maintenant de modules qui se basent sur une nouvelle technologie qui s'appelle le Bluetooth Low Energy et son Bluetooth 4.0. Bluetooth 4.0 et son équivalent chez Apple qui s'appelle iBeacon. L'idée, c'est d'avoir des petits modules qu'on va coller un petit peu partout et qui vont servir d'indicateur de présence, ce fameux interrupteur de présence. Et donc, on va pouvoir, avec une application mobile, savoir à quel point on est proche de ce module-là, où il va y avoir plein d'usages qui vont se déclencher. Parce que, a priori, ces petits modules, on peut aujourd'hui les acheter, ça coûte pas très cher. Non, ça coûte entre une vingtaine et une quarantaine de dollars en fonction de l'état d'avancement du projet. Est-ce que tu peux nous donner quelques usages qu'on peut avoir, des usages simples? Alors, il y en a plein, on a pensé à plein d'usages différents. On pourrait en accrocher un, par exemple, sur son chien et savoir si son chien s'éloigne de son téléphone. En accrocher un sur ses clés et retrouver ses clés avec une application mobile qui nous indique quand est-ce qu'on est le plus près de son c'est ce que, je te veux pas te couper, mais c'est ce qu'avait fait Kensington, justement, avec des petits modules qui pouvaient biper quand on s'éloignait d'un appareil. C'est ce qu'on avait aussi... en fait, c'est sorti même avant que Apple annonce le système Mother 2.0 aussi, c'est comme ça? Il y en a effectivement. Sur la brosse à dents, par exemple? Et il y a d'autres usages, évidemment. Pour savoir si on s'est lavé. Mais typiquement, c'est quand même... moi, je trouve ça vachement pratique, parce que par contre, mon chien, s'il s'éloigne de son téléphone, je m'en fous s'il n'a pas de téléphone. De ton téléphone à toi, s'il s'éloigne de j'avais pas bien compris. Non, par contre, en vrai, quand on sait pas où est son téléphone, on demande à quelqu'un de le biper. Quand on sait pas où sont ses clés, on demande à quelqu'un de les biper. Ça marche en général moins bien. Avec ce genre de solution, c'est possible. Et ça, je trouve ça cool.
Et il y a pas mal d'autres usages. Parce que il y a savoir où on a laissé sa voiture. Exactement, tu en mets un sur ta voiture, ton scooter, ton vélo, ton machin. L'application va enregistrer le dernier moment où elle a communiqué avec ton appareil, puisque la distance est maximum une vingtaine de mètres. Et à partir de là, on va dire point GPS ici. Ah, il était à cet endroit-là. Deuxième application la plus grosse et la plus utilisée pour le déploiement d'iBeacon notamment, mais en fait, iBeacon, c'est juste le nom qu'Apple a donné au truc. iBeacon, c'est une couche qui va au-dessus du Bluetooth 4.0. Mais c'est utilisable avec Android, avec Windows Phone, avec tout ce que tu veux. Donc, ce qui est bien dans ça, c'est que c'est pas que sur une plateforme. Et que chaque petit appareil, tu ne l'achètes pas juste que pour qu'il soit utilisable par iOS. Ça, c'est un truc super. Mais aujourd'hui, c'est un peu le chaos parce qu'il y a plein d'usages dont on nous parle et je pense qu'il faut quand même éduquer les gens à utiliser ces... Oui, non, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas besoin de connaître tous les usages. Il y a un usage pour les magasins. Pour le retail, c'est il faut marketer ça quand même. Détecter que tu es... Alors moi, mon scénario d'utilisation, c'est McDo. La commande en ligne McDo. Actuellement, quand tu fais une commande en ligne chez McDo, tu dis « je veux un burger, je veux des frites ». Et puis quand tu arrives sur place, tu dois retaper le numéro de ta commande pour la prendre. Donc en fait, c'est débile. Avec iBeacon ou tout système Bluetooth équivalent, on pourrait détecter avec l'application mobile de ton téléphone que tu es là, lancer la commande, et donc que tu n'aies rien à faire en arrivant sur place. Ça, c'est un exemple d'application. Mais j'ai envie de dire, c'est très proche du NFC. Le NFC, ça prend pas. Le problème du NFC... Je te parle du NFC parce qu'effectivement, on a eu beaucoup débattu sur le NFC. C'est pas la même chose. Mais les usages peuvent être similaires. Certains usages peuvent être connexes, mais on ne fera pas de gestion stock en Bluetooth Low Energy. On mettra difficilement des cartes de transport ou des cartes de fidélité sur du parce que le NFC peut être passif. Exactement. Et ça, c'est tout à fait différent. Contre, en revanche, on ne fera pas biper ses clés en NFC. Voilà. Pour conclure, parlons un petit peu des noms des produits qu'on a disponibles. Donc, il y a des projets sur Kickstarter, comme par exemple XY. C'est le nom d'un projet. Il y a aussi d'autres noms. Il y a le Stick and Find d'Indiegogo, qui est sur Indiegogo. Il y a un autre projet qui s'appelle Tile App. Ah oui. C'est des Français ah non, il y a des Français qui ont fait un truc identique. Il y en a plein. Et il y en a plein. Et vous pouvez aussi acheter sur n'importe quel importateur de produits asiatiques et chinois. En particulier, ça coûte $1 et vous aurez trouvé des choses très similaires. Après, t'as Motorola aussi qui vend des iBeacon en masse. Et le truc rigolo, c'est qu'on ne savait même pas, mais ça, c'est un peu un iBeacon aussi, parce qu'un Nike Fuel Band, tous ces bracelets connectés, c'est du Bluetooth Low Energy. Donc, il marche pour cette application-là. Donc, ce que tu peux faire à partir de ça, c'est une interaction domotique à la maison où on n'arrive pas loin, on peut couper l'alarme automatiquement, enfin, tout un tas de choses. Et pour info, le BLE, c'est disponible à partir d'Android 4.3. C'est pas tous les appareils, il faut qu'il y ait marqué Android 4.0 sur les caractéristiques. Bluetooth 4.0. La compatibilité arrive doucement sur Android. Doucement mais sûrement. C'est vrai que maintenant tous les hauts de gamme sont compatibles et les milieux de gamme commencent à l'être aussi. Il y a beaucoup d'appareils sur le marché qui le sont. Et puis l'intérêt versus le NFC, même si chacun a des intérêts pour des champs d'application différents, c'est que le NFC, Apple est très peu probable que ça soit déployé. C'est pour ça que le Bluetooth 4.0 a vocation à se développer. Bon, c'est tout pour la séquence startup. On va passer maintenant au test. Et cette semaine, c'est une tablette. Cette semaine, nous allons tester une tablette. C'est pas n'importe quelle tablette, c'est sûrement la plus premium des tablettes Android. C'est la tablette Z2 tablette. Xperia Z2 tablette. C'est ça, tu l'as bien dit. Voilà. On avait l'an dernier la Xperia tablette Z et là... Et là, vous la voyez pas. Mais là, vous la voyez. Cette tablette est une fougère. Effectivement, elle est vraiment mince. Elle fait 6,4 mm d'épaisseur. C'est très peu pour une tablette, surtout au format 10 pouces qui sont généralement un petit peu massives. On peut comparer avec le truc là qu'a apporté c'est quoi, c'est un iPad Air, ça? Le machin. Il sait très bien ce que c'est. Donc là, un excellent comédien, Ulrich. Oui, je la connais, l'iPad Air. Encore, c'est la première fois que je la prenais en main. Alors, sur quoi t'es allé Il appuie sur tout à la fois. Il fait n'importe quoi, là. Il est en train de... Ulrich est en train de doigter la tablette. Qu'est-ce que je fais? Vous comprenez maintenant qu'il faut des bordures entre les tablettes, on va en parler de ça. Ah oui, tu peux nous donner les caractéristiques, s'il te plaît? Alors, elle a un écran de 10,1 pouces qui est visiblement un peu trop grand, puisque tu arrives encore à mettre les doigts dessus quand tu la tiens. Full HD. Ok. Et avec le moteur d'image Bravia, donc un écran Full HD, ça donne une densité de pixels qui est intéressante quand même. Ouais, non, on a un très bel écran, hein, si tu regardes bien piégé, ici. Là. Totalement. Mais j'ai pas peur. Passons à la densité de pixels alors. Elle est élevée. Elle est bien. Elle est importante. C'est propulsé par quoi alors?
Alors, en ce moment, entre le Snapdragon 800 et le 801, tout le monde est en train de naviguer dans le flou en évitant de nous dire la nature du processeur. On a un 800 AB. Donc, théoriquement, c'est un 801 en réalité. Ça reprend une partie des caractéristiques du 801, mais c'est siglé 800. C'est une espèce de machin entre les deux. C'est comme s'il faisait la météo, t'imagines. Et demain, il fera chaud. Tu sais pas vraiment quelle température il fera. Non, le Snapdragon 800, c'est un peu la référence des processeurs sur mobile. Mais après, tu as aussi des fabricants qui font un produit avec le même nom, comme Samsung, et mettent des composants différents selon les pays dans lesquels ils envoient. Et en fonction de la première. Mais c'est pas le cas sur le Snapdragon 800, qui est quand même un processeur référence. Mais avec CPU-Z, il me dit quand même Snapdragon 800. Bon, ça a l'air plutôt clair. On a 3 Go de RAM. Plutôt bien armée, on a 16 Go de mémoire interne, un port micro SD, c'est important. Elle est étanche, cette tablette, comme tous les Xperia d'ailleurs de chez Sony. IP58, donc on peut la plonger à 1 mètre de profondeur. Donc dans le bain, ça fonctionne. La piscine aussi. Dans le bain, si tu le fais tomber dans l'eau de vaisselle, je sais pas. Il n'y a que le sel qui ne fonctionne pas dessus, l'eau salée. Tu mets pas dans l'eau de mer, effectivement. Enfin, tu peux essayer, mais à ta place, je ne tenterai pas. Okay. Et qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as un poids très léger, elle fait moins de 440 grammes. Je croyais qu'on parlait de Loc. Les écouteurs. Parce qu'il va très souvent à la salle de sport. En tout cas, elle est beaucoup plus légère. Enfin, elle n'est pas beaucoup plus légère. Elle est plus légère que l'iPad Air. Je ne sais pas, moi je ne connais pas. Non, elle est plus légère. En tout cas, et l'annulation acoustique aussi. Alors, on a de l'annulation de bruit ambiant. Alors, il ne faut pas se tromper, on n'a pas d'écouteurs. C'est pas acoustique, oui, pardon. Si, c'est joli. En fait, les écouteurs ne sont pas livrés avec. Non. Ok. Mais il n'y a pas d'écouteurs. Par contre, il y a un son stéréo sur les enceintes. Ouais, il y a un bon son d'ailleurs, assez pas mal. Qu'on a testé. On l'a testé. Et pour en revenir au son, donc les écouteurs du Xperia Z2, qui a été annoncé également par Sony donc au Mobile World Congress, sont compatibles avec la tablette. Donc, on a de l'annulation de bruit ambiant, mais seulement avec ces écouteurs-là. Donc c'est un petit peu embêtant, effectivement, si on n'a pas acheté le téléphone qui va avec. Et ils sont pas fous chez Sony, il faut tout acheter. C'est compatible avec le port micro USB et compatible MHL 3.0. 3.0. Donc c'est bien, on peut brancher à n'importe quel téléviseur et sortir du bon format. Voilà, et ça sort assez rapidement et avec des formats importants. Mettre les doigts de Ulrich sur les tablettes, c'est comme activer un mode démo. Il va me sortir des fonctions que je ne connais pas. Elle est passée sur Windows. Et ça fera plaisir à Baptiste parce que c'est aussi Bluetooth 4.0. Ah bah forcément. Forcément, on est sous KitKat sur cette tablette. Et donc, tu as une version Wi-Fi et une autre avec de la 4G. Ah, t'as eu peur, hein? Ok. Celle-ci, c'est la version Wi-Fi qu'on a. Et donc, le prix de celle-ci? Alors, c'était pas super clair au départ. Elle est à 499 € en version Wi-Fi et à un autre prix. Un peu plus cher, à 649 € en version Wi-Fi et 4G. Pardon, j'avais un truc de moi. Maintenant qu'on a pris 5 minutes pour présenter les caractéristiques de cette tablette, passons à son design. Et son design, il a beau être IP58, je vois pas comment il va s'oxyder. Hein. Alors, tu te fais disputer à chaque fois que tu ouvres les petits caches pour brancher le... Ah oui, il y a le petit message qui te dit. Faut le trouver. Hein, attention, ta tablette va mourir. D'ailleurs, c'est assez énervant à ouvrir. C'est assez énervant. Je ne sais pas nager. On peut la comparer à la précédente tablette, donc la Xperia Z. En gros, elle est plus fine. Elle est plus fine. On n'a pas un dos brillant cette fois-ci. Il y a des traces de doigts du coup. Hein. J'en connais qui ne se sont pas lavé les mains après avoir mangé, donc ça m'a fait des belles traces dessus. C'est la sauce soja de Pierre-Olivier. Pourquoi moi? Tout le monde a pris de la sauce. Et donc, alors, elle garde la même batterie de 6000 mAh. 6000 mAh. Les caractéristiques sont vraiment pas mal. Qu'est-ce que tu penses de cette tablette? Très bel écran. Elle est très fine. Elle donne vraiment envie de la transporter. Voilà. C'est vrai qu'il a une très belle définition. Pour le coup, une tablette qui pèse moins de 500 grammes de ce format-là, c'est assez rare. Elle a une bonne autonomie. J'ai fait à peu près, correct en tout cas, j'ai fait à peu près 1 heure, 1 heure et quart de streaming YouTube pour dépenser 10% de batterie, ce qui était plutôt honnête. Voilà. Elle a pas mal de fonctions. Elle a une mémoire extensible. C'est plutôt sympa sur ce type de tablette. Je ne sais pas ce que tu fais. J'ai voulu lancer pas non plus, en fait. la bande-annonce la bande-annonce de Spider-Man. De Spider-Man. Effectivement, ce sera un bon outil pour regarder des films. Écran 1080p, c'est parfait. Hein. Ce sera très agréable. On a en plus les boutiques. Que vous pourrez mettre à côté de votre télé 4K. Oui, comparé. Un petit. Qu'est-ce qui va pas? Parce qu'il y a des choses qui vont pas. Ok, qu'est-ce qui va pas alors? Il y a un capteur photo à l'arrière. Bon, vous me direz, on prend pas trop de photos avec une tablette 8 mégapixels. Les photos ne sont pas exceptionnelles et surtout, on n'est pas très bien optimisé sur cette application. Ça lag assez, alors que le reste de la tablette est super performant et ne lag pas du tout. Toute la tablette on va pouvoir le montrer. Sauf cette application. Alors je vais pouvoir le montrer parce que là, ça marche, on peut prendre des photos.
Mais dès lors qu'on va rentrer dans les options de l'appareil photo, on a un truc ici, Bonaldi inversé. Tu fais une démonstration qui ne doit pas marcher, mais qui marche. Voilà, donc là j'appuie, et là regardez. Ah oui, là ça lag. Ça va plus trop bien. C'est horrible, hein. C'est peut-être un effet slow motion. Et donc là je vais pouvoir par exemple activer, ils ont mis l'option floutage de l'arrière-plan qui est un des plugins photo. Alors ça c'est super sympa, Et testé donc sur là le ça Xperia marche, Z2, le problème c'est vachement bien. que on l'a testé 5-6 fois et ça Et fonctionne planter un pas, il peu, nous dit impossible de flouter l'arrière-plan. Alors j'imagine qu'il y aura une mise à jour pour régler tout ça par la suite. Oui, je pense Pour qu'il y l'instant, c'est a un peu une moyen. mise à jour à faire sur le capteur photo. Enfin, restons honnêtes, on ne fait pas vraiment de photos avec une tablette 10 pouces, à moins de détester les gens qui nous entourent et de vouloir vraiment les embêter devant les monuments historiques. Ah, mais quand on voit les touristes, ils sont beaucoup à utiliser leur tablette pour faire des photos. C'est vrai. C'est vrai, mais je Ils pense portent que des si un crocs aussi, candidat de... on n'est pas obligé de faire pareil. Qu'est-ce que tu as contre les Japonais? Si un candidat à l'élection Je t'ai européenne dépose une loi pour interdire les prises de photos sur les tablettes, tablettes, je vote pour lui. Pareil. S'il peut faire la même chose avec les crocs. J'ai entendu Edouard Marquis me dire, moi aussi. Je pense qu'il y a du monde derrière cette Heureusement que vous n'avez pas le droit de vote. Puis ça va alléger nos tablettes en plus. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le design? Moi j'ai toujours un petit peu la même remarque que sur tous les autres produits Xperia. C'est quand même l'idée d'avoir des bords énormes autour de la tablette. Alors on voit, c'est vrai. Qu'on retrouvait un peu sur le design du Z, du Z1. On a vraiment des marges énormes. C'est pas un bon point de comparaison. C'est la même chose avec l'iPad Air. C'est précisément pour ça que... Je confonds... Mais l'iPad est critiqué pour ça. Mais on voit que c'est quand même presque Par contre c'est agréable parce que sur une tablette de 10 pouces, il faut quand même tenir la tablette. Et comme tu vois, moi je galère déjà. Effectivement, mais par exemple... Es-tu le bon exemple? Attends, tu vois, si je devais pourrait imaginer que les marges ne soient que d'un côté et pas des quatre. Par exemple, au-dessus, qu'on en ait beaucoup moins, des choses comme ça. Prends ton iPad Air. Merci. Et quand on voit ce que les produits que font LG en smartphone avec vraiment des bords très fins, on trouve ça vraiment dommage. Et que donnent les performances du S800 alors? Pas si bonnes que ça. Alors c'est des benchmarks, donc de toute façon, on ne va pas non plus leur donner plus de crédit que ça. C'est l'expérience utilisateur qui compte. On a du 27-28 000 sur Antutu. Antutu, alors c'est pas énorme. On a beaucoup plus avec d'autres appareils. C'est quasiment l'équivalent d'un HTC One qui est sur du Snapdragon 600. Sur du S600, ouais. Il y a pas un problème ceci dit, d'optimisation, j'ai fait tourner des gros jeux, ça marchait bien. Franchement, j'avais pas eu de soucis. Par contre, effectivement, les scores sont pas exceptionnels. Sur d'autres benchmarks, c'est plus impressionnant. On a un peu plus on peut le voir sur l'écran. On a quand même des très bons scores sur d'autres benchmarks. C'est bizarre ça. Je pense qu'il y a vraiment des problèmes d'optimisation. Je pense que des mises à jour viendront nous aider un petit peu plus tard, mais pour l'instant, en tout cas, pour jouer, ça m'a bien aidé. C'était très sympa et c'est confortable de jouer justement quand on a un accéléromètre avec une tablette légère. C'est assez pratique. Alors cette tablette aux caractéristiques parfaites, est-ce que tu la conseilles ou tu la conseilles pas? Non, parce qu'on peut dire que les caractéristiques sur le papier... C'était subtil quand même. C'est subtil. Je trouve que tu fais très Non, mais TLH. les caractéristiques, elles sont impeccables. Je veux dire, pour une tablette Android, un produit premium, on pouvait... Non, mais en plus, elle est vraiment particulièrement belle. C'est rare d'avoir des produits aussi bien finis. Non mais c'est vrai, et alors c'est rigolo parce que Sony ils ont expérimenté beaucoup d'itérations sur le design de la tablette. Au début c'était un espèce de bouquin plié, puis après ils sont allés vers ça. Je pense qu'ils se sont trouvés. Là ils se sont trouvés, oui. Ouais, exactement. Le problème de cette tablette, pour moi, c'est la prise en main qui est un produit design et pas un produit qui a été adapté à la prise en main et elle est tellement fine que c'est limite ça peut être un petit peu coupant pour les mains effectivement quand tu la tiens. Moi j'aime bien l'idée de pouvoir balader ma tablette même si elle est grande et qu'elle pèse pas 1 kg dans mon sac. Donc, je trouve ça plutôt bien de pouvoir avoir un grand format. Tu conseilles ou tu conseilles pas? Bah ouais, moi je la conseille. Moi je l'aime vraiment bien. Et tu vas lui donner quoi comme note? Je sais pas, secret. Je te dirai après. Secret? Bon, ça sera sur le test écrit qu'on publiera sur Frandroid. Bon, c'est tout pour le test de la Xperia tablette Z2. Le nom est assez long. Z2 tablette. Z2 tablette. Je me suis trompé. Gonzague est en train d'essayer de voler, hein, donc... Quelle tablette? Du coup, je pense qu'on peut dire que Gonzague la conseille. Ouais, moi je la trouve vraiment pas mal. Et si moi je suis convaincu, étant fanat d'autres choses, parce que Laure elle n'aime pas dire de Windows Phone. de Windows Phone. La marque dont on ne doit pas prononcer le nom. Voilà. Vous avez compris que cette Z2 tablette, on vous la conseille, elle a vraiment des très belles caractéristiques si vous cherchez une tablette qui est premium, de bonne qualité, avec des caractéristiques qui sont actuelles. Et on espère derrière que Sony va nous pousser une mise à jour pour corriger tous ces petits problèmes d'optimisation, en particulier sur le capteur photo. Et ça fait vraiment tâche sur un produit de cette qualité. Voilà, c'est tout pour le test de la Z2 tablette. Et comme vous le savez sans doute, Apple a annoncé la semaine dernière un produit qui s'appelle le iCoccinelle.
Non. Ça s'appelle CarPlay, c'est la solution d'Apple pour l'automobile et cette semaine nous allons débattre autour de l'automobile connectée, l'automobile intelligente. On ne sait pas vraiment et justement c'est le sujet de ce débat et c'est pour ça qu'on a Gonzague qui est là parce que Gonzague est un passionné d'automobile. Ça me fait une bonne excuse pour être présent ce soir. Et tu as également un blog sur... J'ai un blog sur les voitures, exactement. Bon j'ai la définition de CarPlay par Apple et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette révolution. CarPlay donne aux utilisateurs de l'iPhone un moyen incroyablement intuitif de passer des appels, d'utiliser des cartes, d'écouter de la musique et d'accéder à leurs messages par un simple mot ou en touchant une seule fois l'écran. Voilà CarPlay. En fait, après, si tu enlèves partout le mot incroyable, c'est juste la façon d'utiliser ton téléphone dans ta voiture. Voilà, donc c'est du AirPlay pour la voiture. C'est du AirPlay et du Siri pour la voiture, ouais. Okay. Donc c'est du kit main libre et de l'affichage d'écran. Mais du coup, moi je comprends pas en quoi c'est nouveau. Je veux dire, JVC, Sony et beaucoup d'autres faisaient déjà des systèmes d'ordinateur de bord ou d'autoradio pour la voiture avec déjà toutes ces fonctionnalités-là, à la fois pour l'écosystème Apple comme pour l'écosystème Android d'ailleurs. La nouveauté, la vraie nouveauté, c'est que déjà tu as une intégration vraiment native avec le téléphone alors qu'avant ça passait par de la synchro Bluetooth. Mais l'interface est très très simple. Oui, mais ça n'empêche pas. Ça permet un truc qu'on ne pouvait pas faire avant avec le Bluetooth où on synchronisait les carnets d'adresses, les messages, les appels et le contrôle du MP3. C'est les applis externes. Par exemple, vous écoutez de la musique sur Deezer, Spotify. Avant, vous ne pouviez pas avoir le contrôle de ça intégré précisément. Si, moi, les systèmes dont je parlais sont les systèmes... Ils te font sortir les titres, mais tu ne peux pas les choper dans une playlist. Non, ils te font sortir l'affichage de l'iPhone directement. Ah, c'est que c'est de la reproduction d'affichage. Exactement. Et du coup, j'ai du mal à voir le problème, c'est l'apport. On n'a peut-être pas ça, nous, dans notre pays, mais aux États-Unis, par exemple, il y a plein de manipulations que tu n'as pas le droit de faire en voiture, sur ton smartphone, etc. Donc, reproduire l'écran à l'identique, ça serait se mettre dans l'illégalité. C'est pour ça que, par exemple, sur les GPS dans les voitures américaines, tu ne peux pas taper l'adresse en roulant. Un peu chiant, mais... Et Siri, du coup, est là pour ça, notamment. Et donc, si je ne me trompe pas, tu es obligé d'utiliser Apple Plan, du coup, dans ta voiture. Je ne sais pas, parce qu'il y aura, par exemple, Coyote et compagnie. Mais les applications tierces aussi. Ouais. Oui. Les développeurs vont pouvoir intégrer la fonctionnalité. Ça sera disponible dans le kit de développement de Apple et c'est déjà disponible sur la nouvelle version d'Apple, je crois. Exactement, sur 7.1 qui est sorti hier, je crois. Okay. Il y a CarPlay qui est intégré, donc on va bientôt pouvoir commencer à jouer avec. Maintenant, les premières voitures arrivent cette année, avec 3 marques qui débutent avec Google, et puis avec Apple. Et, parce qu'Apple a annoncé un certain nombre de constructeurs, Mercedes-Benz, Volvo, Ferrari, Hyundai, Jaguar, enfin, BMW, Chevrolet, Ford, enfin il y en a plein. Il y a tout le monde, quasiment. Ouais, c'est fou. Peugeot en France, il y a Peugeot en France, il y a Toyota, Suzuki, Subaru, Mitsubishi, enfin il y a tout le monde, il y a Land Rover, il y en a plein. Ce qui est intéressant pour les constructeurs et ce qui est une petite nouveauté quand même, c'est qu'ils vont être capables les constructeurs, paraît-il, vont être capables de modifier justement cette interface et modifier l'affichage des applications qui vont s'afficher sur l'écran de la voiture. La façon dont ça fonctionne, d'après ce que je comprends, des descriptions qu'on en fait, c'est de l'export display avec en second screen. Et donc du coup, l'interface est un peu plus adaptée du coup. Oui, et puis l'interface, un constructeur pourrait la repenser puisqu'a priori c'est une application. Non, l'interface est très simple, on a le lanceur d'application avec les icônes d'application et derrière on lance bien sûr Siri, et tu n'as plus que les applications qui sont cohérentes dans le cadre d'une utilisation voiture. Alors, ce que je trouve intéressant moi à noter, c'est que pendant plusieurs années, toutes les expérimentations de voitures connectées se faisaient plutôt en intégrant un OS dans l'équipement de bord. Donc on avait Continental qui avait tous ses ordinateurs de bord sous Android. On a Sony qui a une partie de ses autoradios sous Android aussi. On a... il y a Parrot, il y a l'astéroïde de Parrot, tout à fait. Sur d'autres écosystèmes, le QNX, qui est l'OS de BlackBerry, à la base vient du monde des véhicules et est installé intégré sur les nouvelles... et tout ça, Airlink, qui est d'Android. Et donc, du coup, aujourd'hui, on part sur un paradigme différent, que ce soit dans l'écosystème d'Apple
d'Apple, comme dans l'écosystème de Google, où l'intelligence reste dans la poche, dans le téléphone, et on va simplement l'afficher, en permettre l'accès dans le véhicule. Et ça, c'est un changement assez intéressant, parce que ça veut dire que, quelque part, les équipementiers et constructeurs automobiles abandonnent cette idée de mettre l'intelligence vraiment dans la voiture, simplement ils donnent accès. Ils ont toujours eu un problème avec ça, c'est qu'il fallait mettre à jour. Oui, c'était pas dans leur philosophie aussi. C'est des constructeurs qui devaient intégrer des solutions tierces. C'est ça, c'était ouvrir l'électronique de bord à des tiers. Alors que dans l'automobile, c'est tout l'inverse qu'on fait. Exactement. Et justement, on parlait d'automobile connectée. En fait, il faudrait plutôt parler de conducteurs connectés maintenant. Ouais. Ça ne connecte pas énormément l'automobile puisque c'est des couches applicatives qui ne communiquent pas beaucoup avec la voiture. On ne peut pas aller récupérer les informations techniques de la voiture via ça, en tout cas pas pour le moment. Pas comme le boîtier, je ne sais pas si vous connaissez le boîtier automatique qui est sorti aux États-Unis, qui se met sur l'interface de communication des voitures. Vraiment le réseau interne de la voiture. Exactement. Il y a OnStar là, aussi, il y a tout un certain démarrer la voiture à distance. Il y a beaucoup d'acteurs. Alors qu'avec CarPlay et les fonctionnalités similaires, on restreint vachement qu'à de l'affichage. Et en termes de sécurité, c'est intéressant pour les fabricants. On parlait des mises à jour. C'est le plus gros problème des fabricants de voitures. Ils ont un bug dans leur truc. Comment tu vas mettre à jour un parc de millions de voitures pas connectées et il faut les faire revenir en concession. Alors que quand c'est sur un App Store ou un Play Store, les mises à jour se font même aujourd'hui toutes seules. Donc c'est encore mieux pour eux. Et donc on l'a OK sur le conducteur connecté, ça arrive, c'est déjà dans nos voitures. Et là on a des solutions qui viennent de chez Google avec l'alliance Google et Android. Et avec CarPlay chez Apple, on a aussi Microsoft qui a déjà des solutions. Et Microsoft a des solutions sur le précédent modèle, avec des ordinateurs de bord sous Windows. Oui, c'était exactement. Oui, Ford fonctionne sur une version de Windows, non, CE. Windows CE. Oui, CE. Justement, on est OK sur le conducteur connecté, mais moi j'aimerais bien parler d'autre chose sur l'automobile. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'automobile autonome. Et là, j'ai une vidéo d'une voiture, c'était une classe S de chez Mercedes. Le vaisseau amiral Mercedes. Qui a été annoncé officiellement, fin 2013. Fin 2013. Et ils ont fait tourner pendant sur 100 km en Allemagne l'automobile, donc sans conducteur, sur le même parcours que la première Mercedes qui a été conduite par une femme il y a 100 ans. Et alors en fait, ce qui est dingue et le plus intéressant dans ça, parce que la voiture autonome, Google sait le faire, ils en font depuis des années. D'ailleurs, plusieurs États aux États-Unis, au moins 3 ou 4 ont autorisé à utiliser des voitures autonomes. La loi. Je vous ai sorti un texte que je trouve vachement intéressant pour après. Mais ça, c'est des voitures qui fonctionnent avec des capteurs qui sont trop compliqués à utiliser dans une voiture de production. Pourquoi ? Parce que la Google Car, elle a un capteur avec des lasers qui tournent. Ça marche que quand il y a du soleil et qu'il ne pleut pas. Par exemple. Donc c'est un petit peu embêtant. C'est gênant. Parce que, voilà, par contre, elle tourne dans le Nevada, justement. C'est super là, pour il y a Nevada. du soleil et il ne pleut pas. Et la Californie. Parce que c'est des lasers qui tournent et qui vont scanner en permanence, qui vont se faire une image 3D de l'environnement. Alors c'est génial, mais pour la production, c'est un peu embêtant. Mercedes, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris quasiment que des capteurs de production. Et ils en ont rajouté quelques-uns qui ne sont pas encore en vente. Donc c'est une bagnole presque qu'on peut acheter et qu'ils l'ont fait rouler comme ça. Donc c'est intéressant pour voir à quel niveau on en est de ce petit truc de la bagnole qui se conduit toute seule avec des voitures de production. Surtout qu'ils ont fait passer vraiment sur des routes en ville, à la campagne, sur l'autoroute, et ça tournait partout. Ces vidéos, elles sont dingues parce qu'on voit un mec qui sont légalement obligés d'avoir quelqu'un derrière le volant avec la main sur un bouton stop et qui ne touche à rien. Donc c'est vachement rigolo à voir. Moi j'ai vu une vidéo d'un mec justement qui était en train de... C'est un présentateur télé, un journaliste qui était en train de... derrière le volant, sur une voiture autonome, et le gars tenait la tablette, mais il était stressé, c'était hallucinant. Forcément c'est stressant. Il dit regardez, là je suis en train de jouer avec ma tablette et le mec il était comme ça. C'est un changement d'habitude incroyable. Tu réagis parce que tu n'as pas le permis, mais quand tu as le permis, tu peux pas. Tu as envie d'avoir la main. Si tu as conduit depuis toujours et que c'est pas toi, c'est comme être passager dans une voiture. Est-ce que tu as vu Volvo, ce qu'a présenté Volvo? Volvo a présenté une technologie. Quand ils font des démos, en général, il y a des accidents. Non, Volvo a présenté une technologie qui permet de transformer une partie de l'autoroute en train. En fait, on va placer sa voiture derrière un convoi. Le système de convoi est ancien parce que ça permet beaucoup et ça fonctionne très bien. D'économie puisqu'on profite d'un effet de tunnel. Voilà. Ça fonctionne très bien et ça a priori ça... il y a Audi qui a présenté au CES un système assez rigolo qui fait que les voitures peuvent parler avec le système de feu et donc savoir à quelle vitesse il faut arriver pour passer au vert. En évitant aux voitures de ralentir et réaccélérer à chaque fois, on pourrait économiser 15%
du pétrole consommé. Et beaucoup de frustration aussi. J'ai une question à te poser plutôt à PO. Est-ce bon que... je sais c'est non. Comme moi, tu as ton permis... oui, tout à fait, depuis de nombreuses années. C'est une question qui touche plutôt tes compétences en SI. Et j'ai envie de dire qu'avec toutes ces voitures connectées et utilisables à distance, est-ce qu'on pourrait vraiment avoir des soucis avec la sécurité et entre autres le piratage? Alors, c'est marrant que tu me poses ça. Parce qu'un téléphone Android, on sait que ça peut se faire pirater comme un iPhone. Alors, en fait, on va revenir justement à ce qu'on disait tout à l'heure, sur le changement de paradigme entre essayer d'apporter de l'intelligence au véhicule lui-même versus déporter l'affichage de l'intelligence qui est dans son téléphone. Il y a de plus en plus d'électronique à bord des véhicules et aujourd'hui, dans l'automobile, la sécurité, elle est vécue par l'obscurité, c'est-à-dire que c'est sécurisé. Pourquoi? Parce que personne ne sait comment est-ce que ces systèmes fonctionnent. Donc ouvrir à des développeurs tiers la possibilité de faire des applications pour l'automobile, c'est quelque chose à laquelle l'industrie est réticente, assez réfractaire, assez réticente. En tout cas, il y a des exemples positifs. Oui, Ford voulait le faire et il y avait lancé un programme pour ça. Alors ce qu'il faut, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut normer ce marché pour faire en sorte que tout le monde fonctionne Disons que pour le moment, la sécurité par l'obscurité, ça a rarement fait ses preuves et dans l'industrie automobile, ça n'a pas loupé. Il y a plusieurs chercheurs en sécurité qui ont déjà fait des démonstrations de désactivage de freinage à distance sur des véhicules. Pour le moment, rassurez-vous, on ne va pas vous désactiver vos freins comme ça en appuyant sur une touche sur un téléphone. Il faut un accès physique à la voiture. Donc ça reste du sabotage, c'est quelque chose qu'on pourrait faire de façon mécanique aussi, couper le circuit hydraulique ou ce genre de choses. Voilà. On ne pourra pas se faire... Mais ça fait se poser des questions. Voiture avec un texto. Exactement. Pour le moment, c'est pas possible, mais ça fait se poser des questions. Oui, il y avait eu des démos sur une Prius qui était effrayante parce qu'on voit le volant qui tourne tout seul, la voiture qui freine. C'est vraiment... Ou qui dit j'ai plus de batterie, ou tout d'un coup j'ai trop de batterie, j'ai brûlé. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'on gagne en sécurité parce qu'une voiture connectée, on va savoir là où elle est. Les capteurs, c'est une capteur de sécurité. On va pouvoir la désactiver si on n'est pas présent à l'intérieur, etc. Donc on a plutôt l'impression qu'à court terme, on va augmenter la sécurité, on va dire... routière. Enfin, parce qu'il y a la sécurité d'usage et la sécurité avec la malveillance. Moi, j'aimerais partir sur autre chose parce que là, on a parlé. Je reviens sur les produits qu'on peut avoir dans les voitures aujourd'hui, les tablettes qui sont installées sur les tableaux de bord, etc. Avec AirPlay, n'importe quel constructeur peut utiliser le matériel qu'il souhaite. Donc, on a des écrans résistifs, capacitifs, etc. Baptiste, tu m'avais parlé des affichages à tête haute. Et justement, moi j'aurais bien entendu Apple faire des vraies démonstrations et Google des vraies démonstrations d'interface avec un affichage à tête haute. Ça en est où l'affichage à tête haute? Alors on a plein de... On peut rappeler peut-être ce que c'est pour les gens qui ne connaissent pas. L'idée c'est... Je crois que tous les passionnés d'aviation j'ai une photo. Vont voir ça, vont connaître ça. L'idée c'est d'avoir une surimpression de l'information sur le pare-brise. Sur le pare-brise, enfin... là où on regarde, donc avoir l'information par-dessus avec potentiellement soit juste de l'information sur un écran translucide, soit carrément de la réalité augmentée. L'information va venir s'incruster dans la... Donc c'est comme les lunettes, ça gêne pas la visibilité et ça permet de contextualiser la vue très facilement. Exactement. Ouais. On a un paquet de protos et on a même des produits commerciaux. On en voit tous les ans, pas forcément beaucoup au CES, mais plutôt pas mal dans les salons, asiatiques. Entre autres, j'en ai vu pas mal au salon japonais aussi, j'imagine. Et donc voilà, c'est pas un produit qui a l'air de devenir grand public. C'est quelque chose qu'on attend de voir apparaître. On a sur certaines voitures des affichages qui reprennent cette idée-là. Et c'est un peu comme les Google Glass, c'est pas encore hyper... En fait, voilà, c'est super. Est-ce que tu as déjà vu ça fonctionner? Oui, je m'en suis servi sur une bagnole, sur une BM. Ouais. C'était génial. Pourquoi? Parce que on parle d'écran dans les bagnoles et tout. Et ce qui est rigolo, c'est si vous y réfléchissez, les vieilles voitures, elles ont l'écran du GPS en bas de la console. Donc avant, quand on voulait regarder son GPS, la route est là et il fallait faire. C'était horrible. Et maintenant, ils ont tendance à remonter l'écran. Donc l'affichage tête haute, ça le met carrément devant sur la route. C'est vraiment super bien pour faire plus attention à sa route. Le problème, c'est d'afficher une information sur le pare-brise.
C'est vraiment compliqué en termes de reflets, de puissance d'affichage, et ça coûte un petit paquet d'argent. C'est pour ça que les constructeurs... Faut que ce soit visible dans toutes les circonstances. Et donc c'est pour ça que les constructeurs le font pas trop. Ouais, c'est disponible, mais c'est des options qui coûtent super cher. Peugeot, eux, ils se sont même pas fait chier. Ils ont mis une espèce de petite plaque de plexiglas plutôt que de faire une réflexion sur le pare-brise dans leur voiture. C'est un peu compliqué. Mais avec, ça arrivera peut-être via des lunettes connectées, comme on l'a pu voir chez le japonais, comment ça s'appelle ces lunettes qu'on a pu voir chez nous qui tournent sous Android. Epson. Epson, ouais. Les Epson qui sont impeccables et qui pourraient déjà servir d'affichage pour la voiture. Oui, mais est-ce que tu veux devoir mettre des lunettes pour conduire ta voiture? C'est censé être tout dans la voiture, c'est ça. Si c'est une décapotable, pourquoi pas. Parce que, des soleil, alors. effectivement, surtout que ces lunettes, elles sont assez onéreuses, je crois que c'est autour de 300 €. Oui, non mais de toute façon, ce qui est onéreux aujourd'hui en tant que proto va baisser, mais le but du jeu, c'est que ça soit intégré dans la voiture. Moi, je me souviens d'un truc, c'est qu'au tout début des compteurs électroniques, les gens disaient ça marchera jamais, c'est horrible, c'est trop dangereux, c'est pas fiable. Et c'était cher aussi. Et aujourd'hui, peut-être qu'on va voir cette mutation se passer aussi sur l'affichage tête haute, peut-être se déporter, ça permet aussi de réfléchir le tableau de bord. C'est ça qui est sympa. Et d'ailleurs, on parlait d'écran au milieu de la voiture. Avant, le passager de droite devait voir aussi le GPS. Maintenant, avec les split screen, quelqu'un qui est à droite peut voir quelque chose de différent de la personne à gauche. Donc tout ça c'est change. Vraiment bien ça. Moi, j'ai une question. Justement, on attend que Apple parte sur The Next Big Thing, son prochain marché après le marché du smartphone et de la tablette. Est-ce que la voiture connectée est The Next Big Thing? Je pense que c'est pas le cas, mais... Je suis pas convaincu. Et vous pensez que... Non, parce que The Next Big Thing, pour eux, c'est iBeacon. C'est de faire du retail, de sortir un moyen de paiement qui fait que tu peux payer avec ton smartphone vrai usage, et que eux ils chopent un petit pourcentage au passage. Génial. Surtout, CarPlay, pour eux, c'est pas un produit, puisque en fait, c'est simplement une update logicielle de la présence. Des téléphones qu'ils ont déjà vendus. Ils sont même en retard. Ça va être un produit pour les constructeurs. Ouais, c'est ça. C'est un produit d'appel pour le constructeur, de dire je suis compatible avec ton smartphone. Ça permet que ce soit, d'ailleurs, pour les gens qui sont compatibles avec les Android et CarPlay. Et ça permet aux constructeurs de continuer à vendre un truc à 3000 balles parce qu'ils commençaient à avoir du mal. D'habitude, ils vendent le GPS à 3000 € alors qu'on peut l'acheter à 70 chez Carouf pour avoir des cartes beaucoup mieux et un meilleur guidage. Même complètement gratuit avec Waze si on y pense. Effectivement. Donc là, pour les constructeurs, il faut continuer à vendre un truc. Donc la voiture, et Apple vend rien là-dessus. Toutes les voitures seront équipées d'un écran qui sera conçu, en tout cas, qui sera mis en place par le constructeur de la voiture. Et après, on pourra brancher l'Android, de l'iOS, du Windows Phone en fonction du système qu'on a dans la poche. Par des sociétés qui, elles, maîtrisent le logiciel, comme Google ou Apple. Donc c'est intéressant finalement comme paysage. Il faut rappeler que la voiture... Comme marché, a des petits soucis pour accueillir de l'innovation vraiment dure. C'est le ticket d'entrée pour des startups est quand même extrêmement important pour convaincre des constructeurs d'intégrer leur solution ou même créer une voiture innovante. Le ticket d'entrée est astronomique. Le cycle de développement qui est très long. Et le cycle, 5 ans. Ça se réduit sur certaines marques à 3 ans, mais déjà une bagnole. Donc quand on construit une voiture, c'est 5 ans. Et le cycle d'achat, évidemment, on change sa voiture. Et le cycle d'achat, c'est quoi? C'est 5 à 10 ans Plutôt 10 ans, oui. 10 ans. Donc là, ça dépend, c'est encore pire que le marché de la télévision. Oui, les télévisions, les gens les changent très souvent déjà parce que les marques les font tomber en panne automatiquement. et parce que la télévision, il y a une évolution qui est peut-être plus visible et l'investissement est bien moindre. Acheter une voiture, c'est plusieurs dizaines, milliers d'euros, à moins d'acheter une Logan. Mais, alors qu'une télé, c'est et pour beaucoup de gens, on va acheter 3, 4, pas plus de voitures dans une vie. Tout à fait. C'est un truc plus utilitaire alors que la télé a un côté plaisir. Et justement, Laure, je me tourne vers toi. Non mais moi je suis... Est-ce que tu as hâte de tester des voitures connectées? Je suis low-car, moi. Je me sens pas du tout concernée par ce type de techno parce que je considère la voiture comme un espace justement où on est déconnecté. Où on est juste connecté à sa radio. Et pourtant, pourtant, beaucoup d'acteurs voient la voiture comme le centre justement de l'information et qui sera à peu près notre... La voiture, c'est le salon du futur. Clairement, hein, il ne faut pas se voiler la face ou la fesse. Non, blague. Moi, je disais l'an dernier, dans 10 ans, on ne conduira plus. Et les gens disent, t'es malade, on va toujours conduire. Bon, déjà, il y a plusieurs
public. Il y a le public qui adore conduire. J'adore conduire. Et ça me fait chier de plus conduire dans 10 ans. Je me dis, j'aurais peut-être d'ici là l'argent de m'acheter une voiture de sport. Je crois qu'il y en a qui disent 10 ans, d'autres c'est plus 20 ans. En tout cas, ça arrive. 10-20 ans. Et je disais 10 ans pour. En fait, on va avoir des voitures semi-autonomes. Ouais, mais je suis pas sûr que ce soit exagéré. Ah non, je pense pas. On a les voitures semi-autonomes là, qui se garent toutes seules. Oui. J'ai vu un système qui permet de. On arrive dans un parking, on quitte sa voiture et celle qui va trouver sa place. Audi a aussi présenté ça. Le problème, ça va probablement être. Pour avoir une voiture qui vraiment se conduit tout seul, je pense qu'il va falloir toute une infrastructure, équiper les routes en capteurs, équiper la voiture et avoir un monde mixte où il va y avoir des conducteurs ou des conducteurs même non assistés par l'informatique et des voitures complètement automatiques. Ce monde mixte-là, il a du mal à cohabiter. Il va être très difficile. Donc on aura peut-être, je sais pas, des îles où il y aura des voitures, voitures automatiques ou des parties de circuit, des parties de ville. Je vais voler une réflexion à Jean-Baptiste Quéru, qui est architecte Android chez Yahoo et ex-responsable Android Open Source Project chez Google. C'est une réflexion personnelle qu'il avait sur Google+, à propos justement de l'industrie automobile. C'est l'un des rares secteurs où en fait les produits sont beaucoup plus fiables que ce que la loi impose. Pourquoi ? Parce que la loi impose un certain nombre de minimaux en termes de sécurité avec des crash tests, etc. Mais ceux qui font la loi dans le domaine, c'est les assurances. Les assurances imposent des niveaux de sécurité beaucoup plus élevés que ce que la loi préconise. Pourquoi ? Parce que, in fine, c'est elles qui payent. Et les sociétés d'assurance, c'est elles qui ont les clés pour la voiture automatique. Mais ça se trouve, moi je pense que les assurances elles ont tout moins cher. Elles ont tout à gagner, on fera moins d'accidents avec une voiture automatique. Et c'est effectivement ces sociétés-là qui pourraient finalement imposer d'avoir de la conduite assistée par informatique. Mais ils y arrivent déjà puisqu'ils veulent, l'État et les assurances, pouvoir brider à distance la vitesse maximum d'une voiture. On en revient déjà donc à donner des informations à la voiture sur comment elle doit circuler et cette information de l'extérieur. Donc moi, je me disais dans cette réflexion sur les voitures qu'on ne va plus conduire. Il y a les gens qui aiment bien conduire, qui disent je ne veux pas arrêter de conduire. Il y a les gens qui n'y croient pas parce qu'ils ont peur et en même temps ils montent dans des avions, ils font des voyages, ils décollent, ils atterrissent et c'est quasiment l'avion qui fait tout seul. J'exagère un peu, mais pas tellement. Il y a beaucoup d'automatisation là-dedans. La voiture, c'est donc vraiment le salon du futur. Et alors, moi là, je pense c'est une belle conclusion. Je pense que ça va se déployer de la façon suivante, c'est des pistes dédiées, des voies dédiées sur les autoroutes, en disant ça c'est pour les... Comme aux États-Unis, il y a des voies qui sont dédiées aux gens qui sont carpool, exactement. Quand tu es plus de 1 dans la voiture, c'est-à-dire au moins 2, tu as le droit à une voie pour toi. On a quand même des voies pour les voitures lentes en France. Voilà, et donc après on aura ça pour les voitures automatiques. Et l'endroit où elles ont le moins de mal à se repérer, ces voitures qui ont une sorte d'intelligence artificielle, c'est les autoroutes. Les autoroutes, c'est très homogène. Alors que la campagne, c'est complètement hétérogène. Il y a des trucs de partout, il y a des feux. Et je vous retrouverai cette vidéo de Mercedes sur la classe S dont tu parlais, parce qu'il nous montre comment la voiture perçoit son environnement. Et quand elle voit un feu rouge et un autre feu rouge derrière, comment elle est censée savoir lequel ? C'est vachement intéressant. C'est vraiment... la vidéo qu'on nous a diffusée, je vous conseille d'aller la voir parce qu'elle est très... Encore un tout petit peu de temps. Non, on l'a terminé. On est short. Mais vas-y, si c'est vraiment... En fait, un institut, l'administration américaine sur le transport des autoroutes, qui a défini 5 niveaux d'automation. Alors, il y a le niveau 0, il y a le niveau d'automation spécifique à une voiture, par exemple l'ESP, etc. Après, il y a l'utilisation de 2 fonctions d'automatisation combinées en voiture, par exemple le régulateur de vitesse et l'assistance c'est lane keeping pour te garder dans une voie. Après, limited self-driving, c'est la voiture conduit toute seule, tu lâches le volant, elle conduit pendant une certaine distance. Il y a quelque chose après ça ? Oui. Ah non. Si. Limited self-driving, tu es quand même au volant et tu dois être capable de reprendre le volant à tout moment. Et il y a le level 4 qui est full self-driving, donc tu n'as même pas de volant. Tu n'as pas de conducteur. Et là, on assume que la sécurité, c'est que la voiture, elle conduit toute seule. Tu ne peux plus vraiment faire d'erreur puisque ce n'est pas toi qui conduis. En tout cas, c'est intéressant. Je pense que la conclusion que tu as faite sur le salon de demain, c'est l'automobile. Parce que c'est le nouveau métier des automobilistes. BMW va devoir changer de slogan. Leur slogan, c'est le plaisir de conduire. Quand on ne conduira plus. Ouais. Et en plus, on n'a jamais vu autant de voitures dans les salons dédiés aux mobiles et aux nouvelles techno. Il y en avait partout. Donc on aura l'occasion de parler d'automobile dans les prochains Androtech. Donc c'était un premier débat sur l'automobile connectée, le conducteur connecté ou l'automobile intelligente. Il faudra trouver un mot finalement. Et j'espère qu'on va très bientôt en reparler avec des choses concrètes. Voilà, c'est tout pour le débat de cette semaine.
Et comme chaque semaine, j'ai demandé à toute l'équipe de préparer une application coup de cœur sur Android et je vais commencer par celle de Laure. Cette semaine, j'ai pas choisi un jeu, j'ai choisi une application pour arriver à l'heure le matin. Ah, quand même à l'heure le matin. Toujours pas, mais au moins je sais à quelle heure je suis censée me lever. Ça s'appelle AlarmPad. C'est donc une application d'alarme qui ne fait pas que alarme. En fait, on peut ajouter plein d'informations quand le réveil sonne. Pas seulement le réveil, d'ailleurs, ça peut être une alarme pour ne pas oublier d'aller faire ses courses Elle est l'après-midi. ultra complète ton application. Alors, tu peux mettre plein de choses. Tu peux lui demander de t'indiquer tes événements de la journée, tes rendez-vous, la météo du jour, de te lire tes messages, de te lire tes rendez-vous. Plein de petites choses comme ça. Tu peux t'ajouter un petit message juste pour toi, du type ne pas oublier d'aller au marché aujourd'hui et de m'acheter mes trucs. Tu vois, tu peux ajouter tout ce que tu veux et ça te permet d'avoir tout au réveil. C'est gratuit ou c'est payant? C'est gratuit pour 5 alarmes et si tu veux avoir le nombre d'alarmes que tu veux, tu payes 1 €. Ça va. Et est-ce que tu as réveil le matin? Est-ce que tu as sélectionné l'application spécialement pour Ulrich? Comment tu c'est juste pour moi, c'est un message. Comment tu te réveilles le matin avec ton smartphone? Oui. Non. J'enlève. Bon, on va passer à l'application de Baptiste. Et Baptiste, tu as un jeu, c'est ça? Bah ouais, j'ai essayé de changer, mais bon, je suis resté sur les petits jeux. C'est ça la drogue. Hein. Mon jeu, ça s'est fait par un développeur indépendant qui s'appelle Michel Gérard. Et, Salut Michel. Salut Michel. L'application s'appelle 10 More Bullets. Donc l'idée, c'est qu'on a des avions qui volent à travers l'écran. C'est pas possible, je t'arrête tout de suite. Non mais regarde, ça existe. On a un gros canon. Et des belettes. Un gros canon et plus que 10 balles. Et 10 balles. Et un Mars. quand on tape un avion, il va exploser et faire exploser d'autres avions. Et l'idée, c'est Ça, de il s'appelle faire comment? Mini-Wave? 10 butts. Et t'écoutes pas du tout. 10 more bullets. Moi qui t'écoute pas. 10 more bullets, et l'idée, c'est de ça faire s'appelle exploser le plus d'avions possible. Avec des belettes. Avec des s'appelle, ricochets. AlarmPad, Et c'est des ça? petits réveils. Donc là, on avait AlarmPad et là, on a tellement Bullet. Voilà. C'est bon. gratuit. C'est bien, tu suis. C'est gratuit. Il y avait déjà une première version qui s'appelait C'est gratuit, mais il y a 10 des bullets. C'est pour ça que l'application s'appelle 10 more bullets. Et donc, du coup, il y a des bonus, il y a un jeu, il y a un mode multijoueur et il y a plein. Et voilà. 10 bullets, c'était mort. Ça a l'air vraiment chouette. Hein. C'est un petit jeu où ça pète dans tous les coins et où il faut faire des high scores. Voilà. Ok. Et ça compte. Et c'est gratuit. Ah ouais. Et c'est gratuit. Et c'est mon genre de jeu. Mais ça marche pas sur l'iPhone. C'est pas grave. Je ne joue pas, moi, j'ai quasiment aucun jeu à part Puzzle. Je suis pas très drôle, tu sais. Bah, tu nous présenteras juste après ce que tu fais sur ton iPhone. Moi, c'est Pod. Bonjour Pod. Moi, cette semaine, j'ai fait une baptistade. J'ai sélectionné un jeu, mais je vous le déconseille fortement. Ça s'appelle Fives. Et en fait, l'idée, c'est de faire des... On a des... C'est des avions. Exactement. Et des belettes. Avec 5 Non, C'est des... Déjà, le référencement est pas évident. Fives. Fives. Et en fait, on a des jetons, des 2 et des 3, on les combine, ça fait les 5. Si on combine 2 5 entre eux, ça fait des 10. 20, 40, beaucoup. Et l'idée, c'est d'arriver avec le plus grand score possible. À chaque mouvement qu'on fait sur le plateau, ça rajoute un jeton. Et évidemment, à la fin, le plateau est complet. Et là, on compte le nombre de points qu'il y a sur le plateau. Et c'est incroyablement addictif. Et je vous déconseille de l'installer parce que moi, en ce moment, j'y passe ma vie. Ah, c'est ça. En ce moment, j'y passe C'est vraiment ma gratuit, vie. ça. C'est gratuit avec de la publicité, avec quelques... J'adore le gratuit avec la publicité, c'est gratuit. avec quelques... Disons, attends. Avec quelques achats in-app, enfin avec un achat in-app, on enlève la publicité. Moi, je l'ai enlevé parce que ça me pétait les... Voilà. Et il y a aussi quelques autres achats in-app pour les plus addicts d'entre nous. En fait, il y a la possibilité, si on s'est gouré, d'annuler, de faire marche arrière. Mais ça, en fait, on en a un nombre limité. Et les mecs, ils vendent les marches arrière. Et sérieusement, je suis à 2 doigts de craquer, quoi. Non, vraiment, n'installez pas. Mais le jeu est complètement jouable sans la... 100%, ah oui, complètement, tout à fait. Un peu de chance et un peu de matière grise. De matière grise, surtout, ouais. Non, c'est parce que ça demande une attention de concentration. Idéal pendant les enregistrements. Oui, j'y ai joué un peu.
On va passer l'application de notre invité, Gonzague. Oui. Et ben moi, c'était pas évident parce qu'il fallait qu'on trouve une application qui marche sur iPhone et Android. Oui, alors du coup, on l'a trouvé quand même. A priori Manga Rock ou Manga Storm, hein, l'un des deux. Moi j'en ai deux sur mon et téléphone. On a pris Manga Rock. Manga Rock qui marche sur les deux plateformes, qui est une application de lecture de manga qui est vraiment sympa. C'est assez basique, hein, en soi ça permet de lire des mangas. Alors ils ont une petite touche illégale, c'est que ça permet de les télécharger. J'ai vu que ça donnait accès à 50 000. Ouais, c'est dingue. Et moi je l'ai acheté et tu choisis un manga, tu appuies sur télécharger, ça te chope. Il n'y a que de l'anglais principalement, je crois. Mais bon, bref, quand tu es dans le train, dans le métro ou dans l'avion, tu es super content parce que si tu voulais transporter tous tes mangas, ça prendrait du temps. Ou prochainement dans la voiture. Exactement. Bah oui, comme on conduira plus. Et moi, dans les bouchons, je lis mon Kindle. Pardon, j'aurais jamais dû dire ça. Oui, donc Manga Storm, pas mal. C'est bien. Ouais, c'est gratuit. C'est bien, je le recommande. C'est pas gratuit, je crois. Il y a une version gratuite. Sur Android, pareil, c'est gratuit. En tout cas, l'application que j'ai testée quand tu m'as donné le nom était gratuite. Et toi, tu as une application ou pas? J'ai une application. Tu as préparé ça, c'est cool. C'est quoi? Ça s'appelle Gaming Cast. Et à votre avis, ça sert à quoi? Ah, mais c'est moi qui ai envoyé le lien dans la journée. Ah non, j'ai trouvé sur Reddit. D'accord. Hier. Bah, raconte-nous. Alors, c'était un post d'un si vous avez PO. dépensé plus de 60 € pour acheter un Chromecast en France, parce qu'il coûtait bien plus cher qu'aux États-Unis pour les importer, bah vous avez la chance de pouvoir regarder vos vidéos YouTube dessus. C'est bien. Mais pas nos lives, malheureusement. Ah ouais. Pas encore. C'est juste les vidéos YouTube. Pas les lives, ouais. Par contre, on peut retrouver les émissions d'Androtech qui sont... nos lives, j'ai Oui, entendu pas nos lives. Moi aussi, je pensais qu'on parlait de la Putain, chaîne. j'étais triste tout d'un coup. Oui. J'allais annuler ma commande. Non, voilà. Aux États-Unis, ça marche avec Netflix, etc. En France, ça marche avec pas grand-chose. Mais heureusement, il y a pas mal d'applications qui arrivent. Et là, il y a Gaming Cast, qui est le premier jeu déporté. C'est-à-dire qu'on va utiliser sa manette, son téléphone comme une manette et l'écran comme il faut que ça soit vachement réactif du coup, parce que comme le principe de Chromecast, c'est de récupérer la majorité des infos du net. C'est diffusé, c'est du streaming. Hein. Mais non, c'est plutôt réactif. Là, c'est du streaming, parce que le principe non, normalement de Chromecast... mais regarde, le jeu est très simple. Hein. Aujourd'hui, ça ressemble au jeu qu'on a... Oui. Ouais. Le jeu aussi. Ouais, le jeu, ça ressemble un peu à ce qu'on avait sur Atari, tu vois. C'est que du rétro gaming. En termes de FPS, on est pas mal. Hein. Ouais, ça va, ouais. C'est que du rétro gaming. Et t'as la liste des jeux qui sont inclus dans le Gamecast. Mais il y a les Snake, il y a Pong aussi. Il y a Pong, etc. C'est que des grands classiques. Gros classiques. Du lourd. En tout cas, ça va. Il y a un Tetris-like aussi. Les fonctions de votre Chromecast. En fait, pour 30 €, soit tu achètes un vieux Nokia, soit tu achètes un Chromecast. Oui, mais là, ça va sortir en France bientôt. Qui peut se vanter d'avoir déjà joué à Pong en HD? Voilà, personne. Maintenant, c'est fait. Ou en 4K bientôt. Bah, ça marche en écran 4K. Donc voilà, c'est Chromecast, c'est gratuit et c'est vraiment encourageant parce que sur iPhone et iPad, on avait tout ce qui arrivait avec AirPlay et on pouvait trouver par exemple chez comment ça s'appelle? Gameloft. Merci. Putain, je suis votre souffleur, j'ai l'impression. Chez Gameloft, des jeux qui étaient vraiment merci. très bien intégrés sur le second écran. Parce que là, on est clairement dans l'expérience second écran. Et Gamecast, c'est la première expérience avec le Chromecast de ce type. On imagine que si ça se vend bien, on trouvera ça partout. Et voilà, c'est terminé pour l'épisode 14 d'Androtech, déjà. Comme d'habitude, on vous invite, maintenant que vous avez vu cette heure d'émission, à donner votre avis sur les réseaux sociaux avec le hashtag Androtech, mais aussi un petit commentaire sur YouTube, c'est sympa, ça fait plaisir à tout le monde. On lit ça et on y répond. Je vais remercier tout le monde sur le plateau. À commencer par là. Oui, c'est moi. Je ne me rappelais plus qui j'étais. Mais si. Non, mais là, il faut quand même préciser qu'il est plus de 22h. 23. Ouais. Mais non, on est vendredi matin, t'inquiète pas. Nous sommes en direct. Ah oui, c'est vrai. Aussi remercier Baptiste. À la prochaine. À la prochaine. Et aussi Pierre-Olivier. Cette fois, je finis en force bleue, turquoise, vert, je sais pas trop. Parce qu'il martyrisait le rose. Ok. La semaine prochaine? Tout à fait. Gonzague, la semaine prochaine? Non, je peux pas. Non, mais voilà. De temps en temps, avec plaisir. On te réinvitera. J'espère que tu viendras parler d'autre chose que la voiture, même si pour tous les sujets voiture, tu es le bienvenu. Parce on peut retrouver ton blog auto à l'adresse blogautomobile.fr. Ouais. C'est vrai que il y a ton blog personnel aussi? Ouais, le nom c'est gonzague.me. Oui, je sais que ça fait très propos, mais je pense que les gens sont curieux. Tu nous présentes aussi un peu ce que tu fais. Moi, je fais du conseil en informatique. J'aide des entreprises avec leurs infrastructures informatiques, le Wi-Fi, Internet. C'est très varié et c'est très sympa. Et tu voyages beaucoup?
Un peu, via le blog automobile, parce que les essais, ça se passe souvent à l'étranger. Sympa automobile, il faut vraiment qu'on s'y mette. Moi, je conduis, Franck ça fait peur. Et on remercie également en régie notre producteur Édouard Marquis. Et juste à côté, Olivier Rousseau, notre réalisateur. On vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 15 avec un débat qui sera très intéressant. Peut-être, je pense qu'il sera mieux que l'automobile connecté. Oh, challenge. Challenge. En tout cas, n'hésitez pas à partager vos retours de l'émission avec le hashtag Androtech, comme je l'ai déjà dit. Et on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. On s'appelle, on se fait une bouffe.